Deuxième exemple, on va supposer ici qu'on a un réactif qui peut former deux produits, mais cette fois-ci que la réaction est très exothermique, donc que les produits sont beaucoup plus bas en énergie que les réactifs. Si je fais le même genre de dessin, je vais partir du réactif au centre et donc je vais supposer que par un chemin, je peux aller vers un produit P2 et que par un autre chemin, je peux aller vers un produit P1. Et je vais supposer que P1 est beaucoup plus bas en énergie que P2. D'accord? Donc ici, ce que je sais, c'est que les énergies ici sont différentes. Mon produit P1 est beaucoup plus stable que mon produit P2. Mon réactif se trouve ici. L'état de transition 1, ici, est proche en énergie de mon réactif, mais l'état de transition 2 aussi. Donc mes deux états de transition sont proches du réactif cette fois-ci. Ils vont donc tous les deux ressembler au réactif, et donc je ne peux pas faire de différence entre leurs énergies. Donc les deux réactions ici vont avoir des énergies d'activation voisines, parce que les états de transition sont tous les deux semblables au réactif. Les énergies d'activation étant voisines, leurs constantes de réaction sont voisines, et donc sous contrôle cinétique, on obtiendra autant de P1 que de P2, alors que leurs stabilités sont très différentes. Mais sous contrôle cinétique, ce qui nous importe ici, ce sont les vitesses de formation, donc les énergies d'activation, qui ici sont semblables. Puisqu'on a la même énergie d'activation, on aura la même quantité de produits formés. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les stabilités des produits n'interviennent pas. Dans ce cas-là, dans cet exemple ici, le postulat de Hammond ne nous permet pas du tout de faire la différence entre P1 et P2, on aura les mêmes quantités. Donc il n'y aura pas de régiosélectivité ici si P1 et P2 sont des régioisomères.